Notre invité est Christian Blachas. Nous allons passer 1h15, 1h30 ensemble, entrecoupés de quelques messages publicitaires. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire. Pas payant, hein. Pas payant. Christian Blachas a moins de 50 ans, il est très jeune. Il a fait l'école française attaché de presse et est devenu journaliste. On voit souvent plutôt l'inverse, des journalistes qui s'en vont dans la relation avec la presse. Il a fait l'inverse. Il a créé beaucoup de choses. Il a d'abord été journaliste à l'agence France Presse, puis journaliste à l'Écho de la Presse. Il a fondé et dirigé Stratégie en 1991, et dans ce groupe, il est resté jusqu'en 1986. Il a créé donc Stratégie, Newsletter et Création Magazine. En 1986, il était éditorialiste à Europe 1, et fondateur, président de communication CB News, bien connu. Depuis 1988, c'est-à-dire, oui, alors 86, ça fait déjà 10 ans, Communication CB News. Oui, 10 ans. Monsieur, ça nous rajeunit pas. Depuis 88, c'est-à-dire 8-9 ans, il est producteur et animateur de l'émission Culture Pub, qui, comme vous savez, passe le dimanche soir sur la 6. Mais il a d'autres casquettes à la télévision, puisqu'il est producteur de Culture Rock sur M6 et Vidéo Club sur TF1. Il est vice-président, par ailleurs, il est vice-président du Presse Club de France. Nous saluons d'ailleurs Isabelle Bourdet, qui est directrice de l'information du Presse Club de France, qui est ici présente. Et voilà donc déjà une belle carrière pour Christian Blachas. On va voir tout ceci en détail. On va peut-être faire un tout petit survol très rapide tout simplement de la naissance de la publicité en France. Quelles années, comment ça s'appelle, la réclame, un petit survol comme ça très rapide. Vous voulez que je fasse le coup de Théophraste Renaudot en 1671? Parce qu'à la limite, la communication est peut-être née à ce moment-là. Non, sérieusement, c'est vrai que la publicité a été inventée, le marketing et la publicité ont été inventés, je dirais, à la fin du siècle dernier. Marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir compte d'une demande pour offrir quelque chose. Donc c'est plutôt les Américains qui ont inventé ça. Et en France, la publicité est née dans les années 20, et grâce à des gens comme Marcel Bleustein, comme R.L. Dupuis, comme Deplat, etc., la France a toujours eu une publicité nationale assez importante, grâce à ces entrepreneurs. Alors que dans les autres pays, la publicité a été tout de suite colonisée par les grands groupes américains, ce qui n'a jamais été le cas en France, d'autant qu'à partir de 1945, l'État a décidé que l'agence Havas, qui avait collaboré avec les Allemands pendant la guerre, n'avait plus de vocation à être une agence de presse, mais est devenue une agence de publicité. Et donc, soutenue par l'État, deux grands pôles français ont dominé le marché, donc Havas d'un côté nationalisé et le groupe Publicis privé créé par Marcel Bleustein. Et ce duopole que beaucoup de gens ont dénoncé, parce que comme tous les duopoles et monopoles, il a quelque chose d'un peu haïssable, a malgré tout permis de faire en sorte que le marché français ne soit pas totalement colonisé par les agences américaines. Et je crois qu'on est le seul pays au monde où les agences nationales de publicité occupent une place plus importante que les grands groupes multinationaux américains. Voilà, sur le plan, ça c'est un peu l'histoire de la pub. Aujourd'hui, bon, je pense que vous le savez comme moi, la publicité française il y a 15 ans était très en retard, puisque je crois qu'elle devait être 23e ou 24e par rapport au produit national brut, et qu'on se trouvait derrière le Venezuela ou je sais pas quoi, ou la Colombie. Aujourd'hui, la France est devenue un grand pays de publicité, mais elle reste encore en retard, sur le plan des investissements, j'entends, par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre ou à d'autres grands pays de commerçants. Alors on aura l'occasion d'en reparler, mais je crois que c'est assez significatif du fait que nous ne sommes pas très bons commerçants, nous en France, et en plus nous sommes de très mauvais exportateurs. Enfin, au niveau de notre culture, j'entends. On sait exporter notre technologie, mais on ne sait pas bien la vendre, et on ne sait surtout pas bien exporter notre culture, et on aura l'occasion, je pense, d'en parler tout à l'heure. On va beaucoup parler de ces 10 dernières années, puisque vous avez sorti il y a quelques mois, en octobre, c'était le 14 octobre, les 10 ans de CB News, et vous relatez les 10 dernières années en matière de communication, de publicité et de médias. On va un peu parler de la publicité puisqu'on y est. Qu'est-ce que vous retiendriez comme principaux événements en matière de publicité entre 86 et 96? En matière surtout de communication, puisque la communication pour moi englobe la pub, les médias, etc., je dirais que l'événement le plus important, manifestement, c'est la privatisation de TF1. C'est ça qui a fait rentrer la télévision française dans un autre univers, un univers impitoyable à la Dallas, mais aussi un univers de business, de gros business, puisque les enjeux deviennent absolument colossaux. Ce que je retiendrai juste avant, c'est que, assez paradoxalement, la publicité française a commencé à exploser avec l'arrivée des socialistes au pouvoir. Alors je dis paradoxal parce qu'on ne peut pas dire quand même que la publicité, c'est comme l'expression d'un certain mode capitaliste,
Mais après le premier gouvernement Monroy, quand les socialistes se sont rendus compte quand même qu'ils avaient fait un certain nombre d'erreurs et qu'ils se sont dit qu'il faut revenir à une économie de marché, là tout d'un coup, après un coup d'arrêt, 80, 82, 83, à nouveau, les entreprises ont commencé à investir massivement en communication. Et de 84 à 94, les investissements publicitaires ont triplé, ce qui est absolument colossal. Et ça a été l'apogée de l'époque Séguéla, je dirais, qui se répandait partout en disant que c'est grâce à la pub qu'il avait fait élire Mitterrand, et que la publicité pouvait sauver le monde. Grâce à lui aussi. Pardon ? Je dis grâce à lui aussi, disait-il. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Donc on a forcément un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on a poussé les entreprises, donc une espèce de surenchère publicitaire avec des films fous. Souvenez-vous, on faisait décoller des voitures, des porte-avions et des films qui coûtaient des fortunes. Enfin, bon, c'est une espèce de gabegie incroyable. Et puis dans le même temps, on a essayé de convaincre n'importe quel homme politique et n'importe quel chef d'entreprise du bien fondé de la médiatisation, et on leur a fait croire qu'il suffisait d'être bon au journal télévisé de Poivre d'Arvor pour devenir le meilleur de son marché. Tout ça est évidemment faux, et on s'en est rendu compte beaucoup plus tard, quand est arrivée la crise grave après la guerre du Golfe, où là tout d'un coup, la progression à 2 chiffres qui était celle de la pub pendant des années est redevenue croissance zéro. Pour la première fois de son histoire, en 92, la croissance de la pub a été négative, et puis, vous le connaissez mieux que moi, toutes les conséquences qu'on subit encore aujourd'hui de cette crise économique qui a été véritablement, qui a vraiment marqué toutes les entreprises, non seulement de publicité, mais toutes les entreprises françaises. Et depuis 91, 92, la pub s'est un peu, non pas banalisée, mais elle est rentrée dans le rang. D'abord au niveau des investissements, puisque désormais le marché publicitaire est un marché qui progresse de 2 ou 3% par an, donc bon, il est un peu dans la moyenne de tout le monde. Et puis il est rentré dans le rang aussi parce qu'on a serré les boulons. Je pense que s'il y a des entrepreneurs dans cette salle, ils comprendront ce que je veux dire. Et donc on a arrêté le gâchis. Et aujourd'hui, disons que l'ensemble des éléments permettent de dire que la publicité a fait le ménage. Et puis j'ai oublié, il y a la loi Sapin qui a été très durement ressentie par les agences de publicité, puisqu'elles ont perdu de ce fait, n'étant plus commissionnées pour acheter de l'espace, elles ont perdu de ce fait en moyenne 20% de leur marge brute. Et elles ont donc été obligées de licencier à peu près 15 à 20% des effectifs, ce qui est quand même énorme. Donc la pub a vraiment subi un traumatisme. Et maintenant que le ménage a été fait, maintenant que la gestion est devenue beaucoup plus rigoureuse, je pense que c'est un marché qui va redécoller normalement. D'autant que dans les années qui viennent, les médias ne vont pas cesser de s'accroître. Et notamment les médias audiovisuels. Pour l'instant, le câble et le satellite sont assez marginaux en termes d'audience et de recettes pub. Mais il est clair que ça va augmenter considérablement dans les 10 ans qui viennent. Or, moi, je pars du principe que ce sont les médias qui font le marché publicitaire. Plus il y a de médias sur un marché, plus ça pousse les entreprises à investir en communication. Quand un média apparaît sur un marché, il crée un marché publicitaire. Quand ce média disparaît, tout d'un coup, le marché redevient ce qu'il était auparavant. C'est donc bien la preuve que ce sont les médias qui font le marché de la pub. Donc, on peut s'attendre quand même à beaucoup de nouveaux médias, et je ne parle même pas du développement des services en ligne, et évidemment du online, Internet et compagnie, qui vont générer forcément pas mal de chiffres d'affaires. Donc je crois que c'est un marché qui à nouveau va se redévelopper très normalement dans 3-4 ans. On parlera du numérique un peu tout à l'heure. Vous dites en 86 dans CB News, les dieux de la communication sont tombés sur la tête. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est la publicité spectacle, beaucoup de gâchis. Oui, c'est ça, oui. Et en plus, je suis en train de penser à quelque chose, parce que c'est un rapport avec ce qu'on vit actuellement. Quand j'ai lancé ce journal il y a 10 ans, j'avais comme concept de lancement le Big Bang de la communication. Et je me souviens avoir fait un mailing sur l'ensemble du marché. Ce mailing était envoyé dans une grande enveloppe sur laquelle il y avait écrit « Ouvrez cet explosif ». Le jour même où j'ai envoyé ce mailing, les attentats ont commencé dans Paris. Et j'étais obligé de retirer un certain nombre de... Et je pense à ça parce qu'il y a un certain nombre de marques qui sont confrontées à ce problème en ce moment. Vous avez lu dans le Figaro l'histoire du champagne Piper Hatzik, qui s'est excusé auprès des lecteurs du Figaro parce que dans la dernière page du Figaro où a été relaté l'attentat, il y a une grande publicité pour le champagne, c'était vraiment en fait péter le champagne, enfin bon, ça a choqué beaucoup de gens. Il y a également Chipster qui devait lancer ces jours-ci un nouveau produit, des petites frites qui s'appelle Big Bang, et la campagne de communication c'était faites exploser vos apéritifs, un truc comme ça, donc eux étaient obligés de retirer le produit, enfin la campagne. Et puis comme exemple, vous savez que la France va enfin se doter d'une vraie campagne, enfin l'Office de tourisme français va se doter d'une vraie campagne de publicité. Et pour cela, elle a fait appel à toutes les plus grandes stars de la jet set qui vont venir témoigner sur la France. Et cette campagne, évidemment, qui devait sortir ces jours-ci, est repoussée. Parce qu'il est évident que ça me paraît difficile en ce moment de faire une campagne de pub en disant venez chez nous, il fait bon, etc. Voilà. Quelle perception les Français ont de la publicité aujourd'hui? Lorsqu'ils regardent à la télévision
dès qu'il y a un écran de pub, c'est plutôt la pause pipi, le pause zapping. Est-ce qu'ils l'apprécient quand même, cette publicité? Alors d'abord, on ne sait pas ce qu'ils font. Les techniques de mesure d'audience sont extraordinairement sophistiquées, puisque, bon, vous le savez, les boîtes noires, etc., permettent de savoir précisément quelle chaîne, non pas on regarde, mais sur quelle chaîne est branché le récepteur, mais on ne sait jamais si les gens sont effectivement là devant leur écran, s'ils font pipi, s'ils font un câlin, on ne sait pas ça. Bon. Donc, on sait en revanche que les gens estiment qu'il y a trop de publicité, et notamment à la télévision. Moi, je trouve que ce n'est pas très grave comme information, parce qu'on sait, et de toute façon, quand vous posez cette question-là, vous aurez toujours la même réponse. Il y a une étude Sofres qui a été faite, commandée par le Figaro il y a quelques semaines, qui a fait beaucoup de bruit là-dessus. Les gens se plaignent qu'il y a trop de publicité à la télévision, mais je me souviens d'une étude IFOP faite il y a 6 ans, qui donnait exactement les mêmes résultats, alors qu'il y avait 3 fois moins de publicité. Donc de toute façon, ça veut dire que quand vous demandez aux gens s'il y a trop de pub à la télé, forcément, ils vont vous dire oui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ils continuent à aimer la pub. Aucune étude ne permet de démontrer que les gens n'aiment plus la pub. Et puis heureusement pour nous, parce que bon, il y a quand même, c'est prétentieux, mais il y a 1,5 million de personnes qui regardent Culture Pub chaque semaine, donc ça prouve quand même que les gens s'intéressent encore à la pub. Mais surtout, ce qui a beaucoup changé, selon nous, à force d'étudier la réaction des gens, on commence à se rendre compte un peu de leur évolution, c'est que les gens sont beaucoup plus exigeants qu'auparavant sur la qualité de la publicité. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont assez avertis, ils aiment bien la pub, ils aiment bien la décoder, ils savent que c'est de la pub, qu'ils vont essayer d'être manipulés. Mais en revanche, ils exigent de cette communication publicitaire une qualité. Une qualité, ça veut dire du talent, de l'humour, de l'esthétisme. Les gens sont très sensibles à l'esthétique de l'image, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les marques qui se contentent d'imposer un discours dogmatique, impérialiste, péremptoire, en disant « consommez ça, bande de cons », ces marques-là, elles sont rejetées, mais violemment, beaucoup plus violemment qu'avant. Avant, les gens, bon, ils faisaient pas trop gaffe, il y avait les lessives qui matraquaient, bon, ça les emmerdait un peu, mais c'était pas grave. Aujourd'hui, il y a un vrai rejet, mais violent, de la part des gens sur des publicités qui auraient tendance à les banaliser, puis à les prendre pour des cons. En gros, on peut dire ça comme ça. C'est beaucoup plus difficile de surprendre en matière de publicité qu'il y a 10 ans? Oui, ben, d'abord à cause de la quantité. Il faut savoir qu'il y a 3 fois plus de pubs, oui, 3 fois plus de pubs en volume. Donc les gens ont une espèce de bouillie télévisuelle sous les yeux. En plus, ils zappent, ils ne savent plus très bien ce qu'ils regardent. Et la publicité, elle n'a plus le temps d'abord, elle n'a plus le temps d'informer, elle n'a plus le temps de raconter. Et donc, il lui faut impérativement trouver les 2 ou 3 mots-clés chocs qui vont marquer, le son qui va marquer et l'image qui va marquer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'exister dans cet univers. Et donc la publicité est obligée d'être très concise, de plus en plus concise. Et c'est la tendance qui se dégage. Heureusement, dans le même temps, se sont développées des techniques qui permettent aux marques maintenant quand même de raconter des choses sur la performance du produit. C'est le cas du marketing direct et c'est également le cas des infomercials qui, à mon avis, vont se développer de façon intéressante, surtout sur le câble, parce que le problème de l'infomercial, c'est que pour l'instant, le CSA n'autorise pas les infomercials à dissocier des écrans publicitaires. Or, si les chaînes appliquent le tarif de l'écran publicitaire, si vous devez payer 3 minutes 30 sur TF1 à 20h30, j'ai fait un calcul, ça vous fait 2,5 millions pour un film. On peut expliquer ce que sont les infomercials, peut-être, pour ceux qui... Bah, c'est un truc qui est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, et ça permet tout simplement de produire un film qui va raconter véritablement les performances du produit. Et moi, j'avais très peur de l'arrivée des infomercials en France, parce que, vu ce qui se fait aux États-Unis, je me suis dit ça va être épouvantablement ennuyeux, car c'est très ennuyeux aux États-Unis, parce que c'est vraiment du hard selling pur et dur. Heureusement, en France, les premiers infomercials qu'on a sont assez talentueux, les comédiens sont bons, les réalisateurs sont bons, et je trouve que les histoires tiennent la route. Donc c'est le cas de Philips avec Daniel Gélin, c'est le cas de SFR avec Balavoie, c'est le cas de Philips Lamp, je ne sais plus avec qui, et c'est le cas de Cantona avec Sharp. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est simplement un film assez long qui permet donc bien d'expliquer et de démontrer les qualités du produit, et avec un format particulier qui permet normalement à l'annonceur de ne pas payer aussi cher sa pub. Mais pour l'instant, il n'y a que sur le câble que ça peut se développer, puisque les tarifs du câble sont peu élevés, et il n'y a que sur le câble qu'on peut passer les informations pratiquement. On ne vous a pas posé une question essentielle. Pourquoi vous aimez la pub finalement? Est-ce que c'est parce qu'elle reflète l'évolution de la société? Bah, je crois pour 3 raisons. Donc, j'aime la pub parce que, d'abord, c'est un marché. Or, l'économie de la communication est l'objet d'une guerre impitoyable aujourd'hui. Quand vous regardez vos quotidiens, chaque quotidien maintenant a au moins une page, si ce n'est 2, tous les jours sur le marché de la communication. Les enjeux sont internationaux et il y a une guerre impitoyable où des sommes colossales sont en jeu. Donc cette guerre-là commerciale m'intéresse. En plus, c'est un enjeu culturel parce que, comme je disais tout à l'heure, on est mauvais, on ne sait pas exporter nos produits. Et je crois qu'on est capable de faire de bons feuilletons télé. On est capable de ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les vendre. J'ai vu là, en venant, que heureusement, Hélène et les garçons, qui est quand même niveau 0 quand même
que l'intelligence et les visuels, malgré tout, c'est pas plus con que Alerte à Malibu ou autre chose. On l'a vendu en Allemagne, on commence à le vendre en Suède, je crois, en Suisse. Ça prouve que peut-être on va commencer à savoir exporter. Donc oui, alors premier intérêt, marché, l'économie de la communication. Le deuxième intérêt, c'est l'art et la culture. Que je trouve ça toujours fascinant, ce mélange du fric et du business avec l'art. Or, la publicité fait appel en permanence à des artistes. Même si on peut difficilement admettre que la publicité, c'est un art en soi, il n'empêche qu'elle utilise des techniques et surtout elle utilise des gens qui sont de véritables artistes, qu'ils soient réalisateurs de films, qu'ils soient photographes, qu'ils soient illustrateurs, etc. Et troisième raison pour laquelle j'aime bien la pub, j'ai oublié la troisième raison. Si, c'est que c'est voilà, c'est en fait voilà, j'allais dire c'est une science de la sociologie, n'exagérons pas non plus, mais c'est en tout cas c'est un miroir formidable de la société, car grâce à un 30 secondes, on comprend souvent mieux comment évolue un pays, comment évoluent ses mentalités, qu'en lisant un bouquin ou même qu'en se rendant sur place. Et c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas en faisant culture pub depuis aussi longtemps, puisque ça fait maintenant 9 ans qu'on fait cette émission. C'est qu'à chaque fois, on découvre des petits détails qui nous font penser que tel pays évolue dans son rapport homme-femme ou dans, je sais pas, dans sa mentalité, dans son comportement. Et à chaque fois, et comme les sociétés évoluent assez vite, ça nous permet à chaque fois d'avoir des idées d'enquête. Donc, quand on voit un soubresaut quelconque, c'est le cas de la Chine il y a quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il se passait des choses vraiment importantes. Donc, grâce au spot de pub qu'on a vu chinois, donc on est allé sur place faire une enquête plus dense, de 7 minutes, etc. Donc voilà les trois raisons qui font que j'adore la pub, même si, comme vous tous, elle m'énerve par moments, même si elle m'agresse, même si elle me fatigue. Je pense que c'est d'abord un mal nécessaire, et que c'est vrai que c'est de la manipulation, la pub. C'est vrai que c'est un peu un viol des consciences, comme on disait dans les années 50, mais globalement, c'est pas très grave. Je préfère être violé par une pub que par un dictateur, finalement. Qu'est-ce que vous aimez dans la pub, finalement? Quand est-ce qu'elle vous fait plaisir, la publicité, ou quand elle s'est créée, quand elle sait m'impliquer. Quand elle sait créer une connivence avec le consommateur qui regarde, quand elle sait créer une complicité, tout simplement. Et la grande révolution culturelle, je dirais, qui est liée à la crise née après la guerre du Golfe, c'est que la société française a évolué beaucoup plus vite que le marketing. Le marketing est resté encore en retard, parce qu'il faut beaucoup de temps pour que le marketing évolue. Ça tient peut-être à la nature des gens qui font du marketing. En tout cas, les armes du marketing, notamment toutes les enquêtes et les études, finalement, on s'est rendu compte qu'elles prenaient beaucoup trop de temps et que les gens changeaient plus vite que les études. C'est-à-dire qu'on s'est contenté encore dans les années 91-92, en gros, je schématise et je caricature volontiers, les études c'était quoi? C'était on présentait une bouteille d'évian, enfin une bouteille d'eau minérale aux gens, on leur disait, ben voilà, vous voyez ça, l'évian c'est rond, nous on vous propose une bouteille qui va être carrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous appréciez? Donc les gens disaient, bah ouais. Mais on ne s'est pas vraiment soucié de savoir si cette offre correspondait à un réel besoin, même plus ou moins conscient ou inconscient chez les gens. Et dans le même temps, la société française a considérablement évolué. C'est-à-dire que les consommatrices sont devenues des ménagères, managers, comme on a dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles ont intégré la notion de prix qui, effectivement, a cassé plein de choses. Et elles sont mises à gérer leurs achats. Et elles ont eu un comportement totalement différent à l'égard de la publicité. La publicité a tardé à réagir. Elle a pris 2 ou 3 ans de retard. Là. Alors maintenant, quand même, elle a rattrapé le temps perdu. Et à nouveau, elle commence à comprendre que la grande mode aujourd'hui sociologique, c'est plutôt l'humilité, par rapport, encore une fois, au discours péremptoire et prétentieux, c'est plutôt la proximité. Ce sont des valeurs comme ça. Et je crois que les vraies valeurs, aujourd'hui, c'est ça. Et donc, les marques qui, aujourd'hui, ne respecteraient pas ces valeurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sont totalement rejetées. Donc, aujourd'hui, l'idéal pour créer la complicité, c'est l'humilité, la proximité, et j'ajouterai un troisième mot, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est l'humour. Malheureusement, il n'y en a pas assez en France, et j'entends dans la publicité, mais d'une façon générale, parce qu'on est quand même tous assez sinistres. Et or, je suis persuadé que l'humour est une arme commerciale redoutablement efficace. Alors, l'humour, on va y aller tout de suite, puisque vous nous avez réservé quelques petits cadeaux. Vous nous avez emmené 9 publicités qu'on va regarder, des publicités étrangères et, comme vous le disiez tout à l'heure, qui reflètent l'évolution des pays. Je pensais que voilà, on pouvait parler de ça, puisque, encore une fois, c'est grâce à ces pubs qu'on comprend peut-être un peu mieux les pays. Donc je vous ai préparé, on va commencer par 2 pubs russes. L'une qui va, c'est un spot pour une vodka qui va montrer que les Russes sont avant tout des Slaves, et comme tous les Slaves, ils sont capables de péter les plombs à un moment donné, même dans des circonstances très sérieuses. Donc ça, c'est un aspect de la Russie, un peu traditionnel. Et un deuxième spot pour une banque moscovite, où là, ça donne un autre aspect de la Russie, c'est-à-dire l'opposé de la Russie bordélique et mafieuse dont on parle dans les médias, qui est une Russie très sage, laborieuse, studieuse. Et vous allez voir ces 2 films qui, à mon avis, indiquent bien ce qu'est actuellement la société russe.
хорошо помогает воспитанию характера. Скука смертная. Ригбанк – самый скучный банк на свете. Работают люди, работают деньги. C'est un peu la Russie d'aujourd'hui qu'on peut analyser à travers ces pubs. Alors, autre pays, l'Italie. Je le disais tout à l'heure à des confrères journalistes, c'est un grand mystère pour moi, j'adore l'Italie, je trouve que ce sont des grands musiciens, des grands peintres, des grands designers et qui sont nuls en publicité, j'ai jamais compris pourquoi, et je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce qu'ils savent pas être simples, c'est une explication. Mais en tout cas, voilà deux films qui me semblent être assez intéressants du marché italien. Le premier est extrêmement classique et caricatural de l'Italie, puisque c'est une procession religieuse avec une très belle italienne et un très beau macho qui va prendre des risques pour elle. Et le deuxième film, lui, alors là, est représentatif de l'Italie nouvelle, celle qui s'est inventée des programmes télé, c'est l'Italie de Berlusconi, c'est les paillettes, les belles nanas, etc. Et vous allez voir, c'est une caricature d'un talk show totalement délirant et qui E riprendiamo questo nostro interessante tema. È nato prima l'uovo o la gallina? Prego, signora contessa. A me l'uovo mi piace quando la gallina lo fa sì, da là. Da dove esattamente? Ma lo sanno tutti da dove esce l'uovo, scusate. Certo, lei è un simpatizzante. Non faccia gesti. Ma allora mettimi la foto di Il libro è la storia della mia vita. Sì, così. Sì, così. Segafredo Moment. Il caffè Segafredo mette tutti d'accordo. Pubblicità. Ils savent se moquer d'eux-mêmes. Hein. La commedia dell'arte, finalement, ça a changé. L'Espagne maintenant. L'Espagne, je pense, c'est le pays qui, en Europe, a le plus changé depuis 30 ans. Alors, on connaît tous la Movida et ses effets, mais en tout cas, ça a permis à l'Espagne de rentrer dans la modernité. Aujourd'hui, l'Espagne est un vrai pays moderne, qui est compétitif. Et là, j'ai choisi un seul film qui explique bien ça, puisque c'est un film pour une bière espagnole, et les Espagnols osent aller défier les Anglais dans leur territoire anglais, en essayant de leur fourguer une bière espagnole. Mais vous voyez, ça marche, vous allez voir. Alas, my love, you have done me wrong when you cast me off discourteously. Green sleeves, you were all my joy. Green sleeves, you were my delight. Green. San Miguel, the Spanish beer. Wherever it goes, it's a winner. Alors je précise que ce film n'était pas destiné au marché anglais parce que les Anglais n'accepteraient jamais
pour être influencé par des bières latines comme ça. Mais en Espagne, ce film-là a beaucoup de succès. Le Japon maintenant, alors là c'est passionnant, la société japonaise, on pourrait y passer des heures et des heures tellement ce pays change, tellement ce pays évolue. C'est un de nos sujets de prédilection parce que là encore, c'est dans les pubs japonaises qu'on se rend compte à quel point ce pays peut changer vite. Par exemple, je ne les ai pas amenés, malheureusement je ne les ai pas trouvés, ces deux films d'il y a 4-5 ans, on voyait comment les femmes commençaient à prendre le pouvoir dans cette société très machiste qui était la société japonaise, puisqu'on voyait une femme qui, pour attirer son mari qui était en train de se saouler la gueule au saké en sortant du bureau, lui faisait écouter les petits plats qu'elle était en train de mijoter pour qu'il vienne et pour qu'il rentre plus tôt. Et ça marchait. Donc là, je me suis dit, tiens, les femmes commencent un peu à exister dans la société japonaise. J'ai vu un autre film où ils se moquaient de nous, les Occidentaux, ils nous tournaient complètement en ridicule. Là aussi, je pense que c'est un truc qu'ils n'osaient jamais faire les Japonais. C'est pas du tout impérialiste à ce niveau-là. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas la renaissance un peu d'un impérialisme nippon à ce niveau-là? Et je crois que cette tendance se confirme. Là, on va voir 3 films japonais. Le premier montre toute la révolte qui peut être contenue dans un Japonais qui, par définition, toute la journée est confronté à des contraintes. Et c'est l'histoire d'un type qui est viré par sa chef de service et qui s'enferme dans les chiottes, prendre en photo une partie de son corps, qui lui envoie après par courrier pour la choquer et se venger. Le deuxième film, alors aussi c'est intéressant parce que les Japonais commencent à se tourner en dérision eux-mêmes, ce qui est nouveau, et ça se passe dans une usine en Occident, soit aux États-Unis, soit en Europe, et on va voir comment les Japonais se moquent de leur propre méthode quand ils essaient de japoniser les Occidentaux. Et le troisième film, c'est un film qui montre le sens de l'abnégation aiguë qu'ont les Japonais, j'allais dire du masochisme, c'est un pauvre type qui souffre des dents, et vous allez voir ce qui lui arrive dans la journée, c'est épouvantable, ben, il ne se départit pas de son calme. Le Japon.それでは社長。社長も社員も皆家族、聞く聞くよく聞く緊張。ああ聞く聞く。聞く聞くよく聞く緊張。ああ聞く聞く。どうも朝礼には馴染めないな。聞く聞くよく聞く緊張。ああ聞く聞く。どうもご苦労様です。それでは社長。社長も社員も皆家族、聞く聞くよく聞く緊張。ああ聞く聞く。ああ聞く聞く。やっぱり日本人にはついていけないな。聞く聞くよく聞く緊張。ああ聞く聞く。どうもご苦労様です。殺虫剤は緊張。ついてない半年ぶりの平日ゴルフだというのに歯が痛み出した。夕方歯医者予約しといて。それよりあなた、新製品の打ち合わせが今日になったって今会社の方から電話があったの。スーツ新しいやつ。我々商品2部が開発したカリカリアイスがこれです。硬いナッツを思いっきり乗せて噛んだ時カリカリ音がするのが商品特徴です。井上君、噛んでみて。ゴルフに行かれなくてそんなに悔しいかね。いえ、歯は人生をバラ色にも灰色にもします。酵素で虫歯を防ぐライオンのクリニカがあなたの歯を応援します。つい
いません。今日は休診日なんです。Voilà le portrait sans retouche de l'amour j'appartiens. Musique française. En fait. Oui, en plus. Le Portugal, un seul film, et je trouve, alors ça c'est un film formidable, parce qu'on l'a déjà passé dans Culture Pub. Imaginez, c'est un film qui date d'il y a presque 2 ans, quand on sait ce que c'est que le Portugal. C'est quand même un pays très latin, au sens très conservateur, et notamment très religieux. Bien, regardez ce que les Portugais ont osé faire et osé diffuser à la télévision portugaise il y a pratiquement 2 ans. C'est étonnant. C'est incroyable. Comme reflet de l'évolution des mentalités, c'est extraordinaire. Il faut savoir qu'à l'époque, le Vatican continuait à dire qu'il était contre l'utilisation des préservatifs. Comme le disait André Santini, le pape n'a rien compris au préservatif. La meilleure preuve, c'est qu'il l'a mis à l'index. Les États-Unis maintenant. L'Amérique, c'est en même temps le pays le plus libéral du monde, et c'est aussi, bizarrement et paradoxalement, le pays où les lobbies et les consommateurs, le pouvoir des consommateurs est le plus fort. Quand on transgresse un tabou aux États-Unis, immédiatement on a une levée de bouclier de la part des lobbies de différentes sortes qui sont très bien organisés. Un des lobbies les plus puissants en Amérique, c'est le lobby du troisième âge. Puissant sur un plan économique, parce que les fonds de pension qui sont destinés à ces gens-là sont en fait placés en bourse et influent considérablement sur les cours de bourse. Et ces fonds de pension, on les retrouve un peu partout dans le monde, y compris en France. Et pour une autre raison, c'est qu'ils sont constitués en associations extraordinairement puissantes, qui fait que quand un représentant d'une association du troisième âge débarque à Washington pour aller parler à un parlementaire, on déballe le tapis rouge. Ce sont des gens extraordinairement puissants. Bien, vous allez voir qu'ils sont également puissants pour faire modifier des pubs. Voici 2 films pour des petits biscuits qui s'appellent Doritos, où on caricaturait une pauvre dame dans un premier film, et les réactions ont été tellement violentes que l'agence de publicité a été obligée de tourner un 2e film pour rectifier le tir. Et tout de suite après ces 2 films-là, on verra un film pour le New York Lotto, qui sont des petits films très drôles qui permettent de voir à quoi peut penser un nouveau riche américain. C'est une caricature là aussi. L'Amérique. May I help you? No, thank you. See you. Take care. Thin, crisp, and irresistible. Doritos Tortilla Thins. Grab them. Bon, il n'y avait pas le 2e film, et donc je vous le raconte, la réaction des gens du 3e âge, des associations, a été tellement violente que l'agence a été obligée de retourner un film où finalement la petite mémé, elle se venge, et le type qui lui a piqué son paquet de chips, elle lui fout une baffe. Enfin bon, ça se termine très très bien, et l'honneur est sauf pour la vieille dame, et tout le monde est content. Mais l'agence a dû reproduire un film quand même. Alors, on termine le tour du monde enfin pas tout à fait. L'Angleterre, c'est un de nos sujets préférés, parce que on pense, comme beaucoup d'observateurs et de journalistes spécialisés, que c'est le pays qui fait la meilleure publicité du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité spécifique anglaise qui permet aux industriels d'accepter la dérision. Autant un industriel français a des relations tripales et viscérales avec son produit et n'accepte pas qu'on puisse se moquer de son produit, parce qu'il est persuadé intimement qu'il est le meilleur du monde, ce qui est vrai certainement. Autant l'anglais accepte effectivement que son produit soit un peu tourné en dérision, c'est sa nature, c'est peut-être génétique, c'est culturel en tout cas, et c'est certainement grâce à ça donc qu'ils font une excellente publicité. Cela dit, c'est pas une publicité qui marcherait partout dans le monde, mais c'est vrai qu'ils sont quand même les champions de la dérision et du rire. Alors voilà 2 films anglais. Alors le premier, passionnant, c'est que les Anglais nous détestent globalement, on peut dire ça. Et on a passé plus de temps, de siècles en guerre contre eux que contre les Allemands. Ils ont beau dire le contraire, pour eux, on est vraiment au-delà de la Manche. Et alors, ils sont évidemment parano. L'histoire du tunnel sous la Manche était très significative. Et donc, ils cultivent cette peur un peu de l'autre et de l'invasion étrangère. Alors là, l'histoire, ça se passe, c'est Tango, c'est une pub pour un soda qui s'appelle Tango. Le porte-parole de la société Tango vient de recevoir une lettre d'un Français qui se plaint du nouveau goût du tango. Mais vous allez voir ce qu'il va faire.
à la fin du film, qui est complètement fou, folle, c'est tout juste si on n'est pas en train de déclarer une deuxième guerre de 100 ans. Et après ça, j'ai pas pu résister au fait de montrer 2 films pour Hamlet, les fameux cigares Hamlet, qui sont toujours des petits chefs-d'œuvre, et ça on en consommerait autant qu'on peut. Malheureusement, comme la loi maintenant interdit la pub pour les cigarettes en Angleterre également, c'est plus possible, mais pendant des années, ils nous ont régalé. Donc Tango et Hamlet. Hi, I'm Ray Gardner, spokesperson for Tango. This letter is from Sebastian Loys, a French exchange student. Sebastian says, I tried New Blackcurrant Tango and didn't enjoy it as much as Tango's other flavors. Well, Sebastian, all I can say is sorry. We've done all we can. We try to provide satisfaction for all Tango drinkers, even if you're only visiting our great nation. It's not easy. My friend Jeff here has been working on BCT for 3 years. You're an exchange student, aren't you, Sebastian? All hair gel and fancy loafers. What are your credentials, Sebastian? What drives you? When did you last get up at 4 in the morning for something you believed in passionately? We don't need you, you hear? You're one dissenting voice in a billion, Johnny French, you're that! Yes, Blackcurrant Tango is a charge to the taste buds. Yes, it's feisty. Yes, it's got guts. But so have we, Sebastian. Look at us! Come on then, Sebastian! Come on! Right here, right now! You and me! Come on, France! Europe! The world! I'll take you all on! I'm Ray Gardner! I drink Blackcurrant Tango! Come and get me! Happiness is a cigar called Hamlet, the mild cigar. Happiness is a cigar called Hamlet, the mild cigar. Les pays nordiques sont les nouveaux... Voilà. Sont excellents maintenant, les pubs, Voilà, beaucoup d'humour. On peut terminer ce tour du monde avec un double thème, donc la Scandinavie et l'humour. Alors pourquoi la Scandinavie? Parce que y a une raison très concrète, c'est que la plupart des pays scandinaves ont eu accès depuis peu à la publicité télévisée. Donc j'ai envie de dire que le marketing n'a pas encore eu le temps de trop prendre le pouvoir, et donc les créatifs ont une très grande liberté pour s'exprimer, et donc actuellement les pubs norvégiennes, suédoises, danoises sont très très drôles. C'est souvent du premier degré, mais ça fonctionne toujours. Et puis alors deuxièmement, l'humour. Et là aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense que nous ne savons pas suffisamment exploiter l'humour comme arme commerciale, notamment dans des terrains qui ne sont pas très privilégiés par rapport à l'humour, c'est-à-dire la communication institutionnelle. Et puisqu'on en parlait tout à l'heure, puisque la Sarthe a fait une campagne de communication à la télévision pour se faire connaître, je pense que si cette campagne avait été plus humoristique, peut-être aurait-elle accroché plus de gens. Enfin, je me permets de dire ça. Mais vous allez voir comment les Scandinaves... Non, c'est pas méchant, c'est très gentil. Et puis il faut avoir beaucoup d'argent. Il y avait 1 million de francs, on ne peut pas faire grand-chose. Vous allez voir comment les Scandinaves, pour l'électricité, pour des services publics, pour une banque nationalisée qui dépend de la Poste là-bas, vous allez voir comment ces gens-là osent tenir ce discours institutionnel qui, globalement, est assez chiant. Le discours institutionnel dans beaucoup de pays, notamment en France, il est assez chiant. Mais regardez comment les Scandinaves s'y prennent, eux, pour s'attirer les sympathies du public, du consommateur et du citoyen. C'est bon. Hey! Oh!
Aïe, 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 C'est pour les transports en commun, ça. Hey, Papa! Come! Hey. Les deux. Sätt i kontakten. Var snäll och sätt i kontakten, heter det väl. Kan du vara så snäll och sätta i kontakten? C'est fini peut-être. Et voilà pourquoi Vous imaginez quand le jour où la Poste française fera ce genre de film, ou quand l'EDF fera ce genre de film? Ça commence à se dérider un petit peu, EDF, France Télécom. Un petit peu, oui, enfin on est encore loin hein, quand même. Il faut oser le coup du P dans... c'est une histoire connue, mais enfin il faut être gonflé pour mettre ça en scène. Quoi. En tout cas, voilà pourquoi on aime aussi Culture Pub, parce qu'on rigole aussi tous les dimanches soirs et on apprend beaucoup de choses sur la publicité. Juste un mot. Personne n'avait vu ces films auparavant, les derniers qu'on vient de voir, on les verra dans le prochain Culture Pub, vous êtes les premiers Français à voir ces films. Voilà. Dimanche soir. Juste un mot avant de donner la parole à la salle pour peut-être commenter ce qu'on vient de voir. La publicité française dans tout ça, est-ce qu'elle a encore quelques tabous? Est-ce qu'elle s'est osée, comme on l'a vu dans certaines publicités ici? Oui, mais c'est vrai que ça va un petit peu mieux depuis 2 ou 3 ans, mais on est quand même très en retrait par rapport à tout ça. Donc je crois qu'il y a un problème de climat ambiant, il y a surtout un problème de peur générale qui règne dans les entreprises, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de prise de risque? Parce que maintenant la communication, comme elle est devenue une fonction essentielle dans l'entreprise, elle a créé une espèce de hiérarchie, il y a plein de gens spécialistes qui sont responsables du marketing, de la communication au sein des entreprises, et les chefs d'entreprise sont de plus en plus déconnectés finalement des problèmes de marketing et de communication. Or ces gens-là, qui sont des directeurs de marketing, directeurs de communication, peut-être n'osent-ils pas prendre les risques qu'il faut parce qu'ils ont tout simplement peur de perdre leur job. Et je pense que c'est un petit peu dommage que les chefs d'entreprise eux-mêmes ne s'intéressent pas un peu plus à la publicité parce qu'eux peut-être pourraient prendre des risques un peu plus grands. Donc c'est vrai que ça va un petit peu mieux, mais on est quand même très en retrait. On peut penser que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les agences de pub, maintenant que le ménage a été fait, maintenant que la situation a été un petit peu assainie, à nouveau, on va voir des prises de risques. Et de toute façon, les marques n'ont pas le choix parce qu'elles vont crever. Il faut savoir quand même que on est d'accord pour dire que sur chaque marché, avant 10 ans, il y aura à peu près une dizaine de marques qui vont mourir, qu'elles vont être sacrifiées sur l'autel de l'international ou sur l'autel de la cohérence marketing mondiale, mais ces marques-là vont mourir. Donc celles qui ne mourront pas seront celles qui auront su vraiment occuper un territoire de communication très spécifique et qui auront su créer avec les gens des relations de complicité très fortes, au point que les consommateurs se hurleraient si on leur supprime ces produits, ce qui a pu se produire dans les années précédentes, avec Homo notamment il y a une quinzaine d'années. Donc seules les marques qui sauront créer cette complicité avec les consommateurs résisteront. Et encore une fois, je pense que la prise de risque, le fait de transgresser certains tabous et l'humour sont des armes formidablement efficaces qui devraient permettre la pérennité des marques. On va garder quoi, 2-3 marques par secteur? C'est ce qu'on sait retenir aujourd'hui. Oui, peut-être 5 grand maximum, alors qu'aujourd'hui il y en a 10. Hein, sur les biscuits, il y a 15 marques différentes. La meilleure pub de l'année française pour Christian Blachat, c'est quoi par exemple? À la télé ou à l'affichage? En affichage, j'ai adoré Tam Tam. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 2 films Tam Tam, un avec le parachute, le mec avait confondu le sac à dos et le parachute, et un autre avec le mafieux et son garde du corps. C'est un mafieux qui sort de son cabaret, il est entouré de son garde du corps. Tout d'un coup, on entend un bruit, c'est le Tam Tam qui sonne, c'est celui du garde du corps qui prend le Tam Tam, il regarde, et sur l'écran apparaît cette phrase « Tes lacets sont défaits ». Alors il se penche, et le temps qu'il prenne conscience qu'il a des mocassins et qu'il n'est donc pas possible que ces lacets soient défaits, comme il est un peu con-con, il prend un certain temps pour réaliser, et pendant ce temps-là, on entend boum boum, et c'est son patron qui se fait descendre, et à nouveau son tam-tam sonne, et il y a marqué merci. Ça, ce film-là, c'est un peu l'esprit scandinave, c'est tarte à la crème, mais ça marche toujours. Et l'autre pub que j'aime bien en ce moment, mais qui est en print, c'est-à-dire en affichage et en presse, c'est Koukaï, parce que sans mots,
sans mots, avec un visuel, simplement, ils ont fait passer plein de messages. Le premier de ces messages, alors d'abord, je dirais que le fait de ne pas avoir de mots peut peut-être nous aider à exporter mieux notre culture, parce que cette affiche Kukai, elle fonctionne dans tous les pays du monde, puisqu'il n'y a pas, par définition, pas de lettres, il n'y a rien, il y a une symbolique et tout. Et deuxièmement, elle exprime le fait que quand même les femmes ont pris le pouvoir dans cette société. Ce sont des femmes d'une vingtaine d'années qui s'amusent à collectionner les hommes, à les mettre sous cloche, sous vide, qui jouent dans un bocal. Ça y est, les filles de Kukai, il y a 5 ans, c'était des petites pisseuses. Aujourd'hui, elles ont couché, ça c'est évident, et elles manipulent les hommes. Et on est, ça y est, la prise de pouvoir est là. Et je pense que cette pub exprime bien la transformation actuelle de la société, où qu'on le veuille ou pas, et qu'on soit machiste ou pas, de toute façon, les femmes qui sont plus nombreuses finiront par prendre, je ne dis pas tout le pouvoir, mais une grande partie du pouvoir. Voilà. Quelques questions peut-être dans la salle. On éclaire un peu la salle, et si possible, vous vous levez, les micros sont là à votre disposition, vous levez la main. C'est parti pour les premières questions. La première est toujours difficile. Mais ça marche jamais. Il faut toujours avoir un complice dans la salle. La première, c'est toujours la plus difficile. Voilà. Si j'entends quand est-ce qu'on mange. Oui, voilà, vous jouez. Merci. Bonjour messieurs, vous invitez à mettre de l'humour dans les publicités. Est-ce que l'humour peut aller avec toutes les marques ou avec tous les produits? Attendez, excusez-moi, j'ai vu du bruit. Est-ce que l'humour quoi? Est-ce que l'humour peut aller avec toutes les marques ou tous les produits? C'est-à-dire que essayer de faire une pub humoristique, est-ce que ça ne peut pas détruire une image de marque qui aurait été... Alors, il y a d'abord, oui, vous avez raison de le signaler, il y a d'abord un premier danger qui est la vampirisation. C'est-à-dire que l'humour est tellement fort qu'on oublie ce qu'on nous a vendu. C'est le cas, c'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à ces pubs scandinaves, puisque peut-être que vous avez déjà oublié le produit qu'on nous vendait ou qu'on essayait de nous vendre. Donc il y a un premier risque de vampirisation, mais c'est vrai que l'humour, c'est une prise de risque. Parce que il y a toujours des gens qu'on peut choquer, et effectivement ça peut nuire, je dirais, à l'image de qualité du produit. Mais je persiste à croire que l'objectif de la pub aujourd'hui, c'est de ne pas laisser indifférent. Si on se contente de faire une pub consensuelle, un peu émasculée, qui plaise à tout le monde, ça ne sert à rien. On dépense de l'argent pour rien. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être surpris, mais instantanément, et de retenir quelque chose. Donc il faut les frapper. Alors on peut les frapper par la violence, mais vous savez, comme là, il y a une autodiscipline quand même assez forte, puisque en plus la violence est vraiment dans la ligne de mire actuellement à la télévision, donc les marques n'aiment pas trop faire ça. Vous pouvez les choquer par le sexe, mais là je dirais que c'est pareil, c'est encore un sujet un peu tabou, ou vous pouvez les choquer comme ça, visuellement, ou de façon auditive, par l'humour. Et je pense que les marques n'ont pas le choix. Alors vous me direz, c'est sûr que quand on est pompe funèbre générale, il est difficile de faire des trucs comiques. Bon, mais quand on est une voiture, plutôt que d'avoir un discours ennuyeux sur les performances produits du véhicule dont tout le monde se fout, ou du moins personne n'écoute, parce que c'est ça le problème, aujourd'hui personne n'écoute véritablement ce que dit la pub. Moi je dis que tant qu'à faire, faisons de l'humour, et c'est ce qu'a bien compris d'ailleurs Peugeot, et je veux dire que Calvé, malgré tout, je trouve, malgré un certain nombre de ses défauts, a le courage d'acheter les pubs que fourgue son agence en ce moment, notamment c'est le cas de la 106 quand même, où là encore on voit une prise de pouvoir de la femme, puisque elle fait les pires trucs à son mec, et c'est bien la preuve pour moi que l'humour peut faire vendre une voiture comme la 106, et je ne vois pas pourquoi. Et encore une fois, les films scandinaves qu'on a vus, qui vendent de l'électricité, donc qui tiennent un discours institutionnel, eh bien ils utilisent l'humour, et je vous assure que c'est 100 fois plus convaincant que n'importe quel discours un peu plat et institutionnel. Donc c'est vrai que c'est une prise de risque, mais on ne l'exploite pas, enfin on n'essaie pas suffisamment le risque de l'humour. À la radio, l'humour se développe beaucoup. Ah bah oui, parce que là, vous n'avez pas le choix. Parce que là, encore plus qu'à la télé, si jamais votre discours est ennuyeux, alors là, c'est l'horreur. Est-ce que par exemple, avec ce qui s'est passé avec la vache folle, les publicitaires vont de plus en plus être obligés d'expliquer aux gens l'origine du produit? Est-ce que les gens demandent ça de plus en plus? Oui, mais c'est pas la pub qui va faire ça. Là, encore une fois, la publicité n'a plus le temps d'expliquer quoi que ce soit. Elle se contente simplement de créer un environnement, de créer un territoire et de créer une relation de complicité. Elle n'a plus le temps d'expliquer. En revanche, maintenant, on a plein d'autres techniques pour expliquer tout ça. Donc d'abord, il y a le conditionnement, le packaging, le design, il y a le marketing direct, il y a le média print, parce que la presse, magazine ou quotidienne, c'est vraiment des médias qui sont là pour expliquer, où on peut prendre le temps d'expliquer. Il y a l'affichage qui peut éventuellement expliquer des choses. Mais je crois que la pub à la télé ne peut plus le faire. Mais je pense que d'une façon générale, ces problèmes qui touchent à la santé publique, qui sont dramatiquement importants, parce que les gens sont très sensibles, ils ne peuvent pas être forcément résolus par la pub, mais beaucoup plus par la communication. Et je dirais que là, les relations de presse et les relations publiques jouent un rôle énorme, et que le fait d'agir sur la presse sans pour autant la manipuler est certainement la chose la plus importante qui soit. Genre, il est clair que
le problème auquel a été confronté le Hard Rock Café, ils n'ont pas fait de campagne de pub, ils se sont contentés, et c'était dramatique pour eux quand même. Et bien là, j'ai quelques informations, à nouveau ça redémarre, parce qu'ils ont fait une campagne de presse assez intelligente, en invitant des journalistes sélectionnés, en leur parlant, en faisant des dossiers, etc., pour restaurer une espèce de confiance. Donc je pense que c'est plutôt la communication qui peut résoudre ce genre de crise, et surtout, a fortiori, dès qu'on touche à la santé publique, qui est un sujet extrêmement sensible, évidemment. Mais, je sais pas, j'aurais été patron de vache qui rit, peut-être que je me serais amusé à faire en sorte que ma vache qui rit soit encore complètement folle, peut-être, je sais pas. Mais on voit pas la salle. Monsieur le député, question au premier rang. Peu la salle, au premier rang et également au 5e rang. Monsieur Hélier d'abord. Est-ce qu'on peut éclairer un tout petit peu plus le public, si c'est possible? Oui, une question sur le volume de publicité utilisé par les médias télévisuels et ce qui va rester à la presse écrite. Ça risque de poser un petit problème quand même avec l'explosion du numérique sur les chaînes. Vous faites partie du lobby de la presse écrite? Non, je fais partie du groupe communication à l'Assemblée, donc c'est l'ensemble. Oui, c'est vrai que c'est un danger, mais je dirais, c'est à la presse de faire sa pub. C'est toujours facile de dire ça quand on est à l'extérieur, mais la presse a dû faire sa révolution marketing, parce qu'on avait tendance à lancer des journaux en France sans se préoccuper un petit peu du marché. L'invasion des titres et des groupes de presse étrangers quand même nous a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment qu'on se mette très fortement en marketing. Et bien, deuxième étape maintenant, séduire et convaincre les annonceurs, qui eux, dans un premier stade, ont été totalement éblouis par la télévision, et pour cause, parce que pendant des années, ils n'ont pas pu acheter l'espace qu'ils voulaient à la télévision, puisqu'il n'y avait que 2 chaînes ou 3 chaînes. Et quand ça s'est libéré, notamment avec la privatisation de TF1, il est clair que de toute façon, les annonceurs se sont précipités en masse sur la télé. Aujourd'hui, pas mal d'annonceurs remettent un peu en cause cette politique du tout télé, et pensent que compte tenu de tout ce que je viens de dire auparavant, c'est pas forcément idiot de faire une campagne multimédia en y associant la presse, etc. Donc, la presse doit faire un gros effort pour convaincre et séduire les annonceurs. Donc ça, à mon avis, c'est la première chose qu'elle a à faire. Alors c'est vrai qu'on peut craindre que l'augmentation du gâteau publicitaire pris par la télé nuise un peu à la presse, mais je crois que là aussi, quand les annonceurs se rendront compte qu'à force d'investir des sommes considérables en télévision pour pas beaucoup d'effets, ils reviendront très logiquement à des médias plus traditionnels, je dirais, comme la presse. Parce que si vous voulez, le ticket d'entrée en télévision est devenu énorme. Avant, pour 4 millions de francs, on existait, ou 3 millions, on existait un peu en télévision, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, à moins de 8, 9, voire 10 millions, on n'existe pas. Donc ça veut dire qu'une marque, pour exister, pour que les gens aient une chance de l'apercevoir, il faut mettre 10 millions de francs sur la table. À 10 millions de francs, vous avez une campagne nationale dans la presse magazine qui dure pendant 3 mois. Donc là, je pense que de plus en plus d'annonceurs quand même vont réfléchir avant de se précipiter sur la télévision. Et la presse a une carte à jouer. Encore faut-il qu'elle fasse preuve de talent de communication pour expliquer aux annonceurs les bienfaits et les spécificités et les attraits de ce média. Mais attendez, moi j'ai confiance. De toute façon, il y a toujours des mouvements de balancier, mais sur le temps, ça finit par... regardez les exemples étrangers. Bon, aux États-Unis, la presse en a pris plein la figure à partir des années 50, et finalement, ça s'est un peu stabilisé. Aujourd'hui, la part de la presse est encore importante en France, puisqu'elle est presque 50% encore. Elle va un peu baisser, sa part de marché va un peu baisser. Je pense qu'elle va se stabiliser autour de 40%. Et il faudra vivre à l'intérieur de ces 40%. Donc ça va être un petit peu difficile, mais je ne suis pas pessimiste globalement. Comment se fait-il que la presse quotidienne, particulièrement la presse quotidienne nationale, ne se porte pas très bien, alors que la presse magazine va très bien en France? Parce que la presse quotidienne, parisienne, pas nationale mais parisienne, est mal marketée, au sens où je pense que les quotidiens aujourd'hui se contentent souvent de suivre la télé et de ne pas apporter une information spécifique. Le meilleur journal de France, devant le mien, c'est l'Équipe, pour moi, parce que nulle part ailleurs, vous ne trouvez ce qu'il y a dans l'Équipe. Ils ont une place qui fait que des malades de sport comme je suis, c'est une drogue, et en vacances, je peux faire 80 bornes en voiture pour trouver l'Équipe. Et pourquoi? Donc parce qu'ils sont les seuls à traiter une matière spécifique. Les autres quotidiens, ils font un peu de l'intellectualisme, c'est-à-dire qu'ils sont très brillants, ils vont commenter l'actualité, mais globalement, ils parlent de la même chose, c'est que les gens ont écouté, entendu, vu à la télévision, et il n'y a pas suffisamment de différence spécifique, ils n'apportent pas une différence spécifique. Je crois que c'est ça le gros problème, ajouté au fait que si les gens ne regardent pas, n'achètent pas beaucoup la presse quotidienne, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de presse magazine. Alors que l'effet est inverse en Angleterre, la presse quotidienne
se porte remarquablement bien en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'elle-même est une presse magazine. Les suppléments du week-end des quotidiens, c'est des pavés de 3 kilos comme ça, alors qu'ils ont beaucoup moins de magazines que nous. Alors qu'en France, on a beaucoup plus de magazines. Et effectivement, la lecture des quotidiens est plus faible. Je crois que c'est aussi un problème de culture. L'anglais, il prend beaucoup plus les transports en commun que nous. Donc les transports en commun permettent la lecture des journaux, ce qu'on n'a pas forcément en France. Il a un rythme de vie bien différent. Son réflexe en arrivant chez lui, c'est de déplier le quotidien du soir. Et nous, c'est pas ça. Enfin bon, des problèmes culturels quand même. Mais attendez, la presse quotidienne régionale se porte pas mal, hein, ça va. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'elle est seule. Point. Monsieur. Merci. Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir votre sentiment sur les publicités, par exemple sur les lessives. On nous présente régulièrement, et savoir pourquoi surtout on nous présente régulièrement des dames qui sont parfaitement idiotes. Est-ce que ça correspond justement à une nécessité, ou alors est-ce que c'est accidentel en France? Dans leur grand cynisme, les marchands de lessive vous diront que si les femmes qui vantent les mérites d'un produit dans un spot de pub de lessive sont idiotes, c'est qu'elles ressemblent aux ménagères. Bon. Et oui, quand vous leur posez la question, c'est ça. C'est compliqué. Pendant des années, toutes les tentatives qui ont été faites par des lessives, courageuses plus que d'autres, pour sortir des sentiers battus et essayer de tenir un discours un peu plus intelligent, se sont soldées par des échecs. Or, les investissements pour une lessive sont absolument considérables. Et un échec, je ne sais pas moi, perdre un point de part de marché pour une lessive, c'est une catastrophe. Donc, prudence extrême. Mais il y a quand même une évolution amorcée depuis 3-4 ans. La première évolution, c'est Homo. Homo, c'est typique, c'est un très beau cas, très vieille lessive, qui était totalement dépassée sur un plan technologique dans les années 70-80 par les autres lessives qui s'étaient créées entre-temps. Homo, ça a été créé en 51, je crois, ou en 50. Et donc, performance produit nulle par rapport aux autres. Le groupe Unilever, un jour, à la fin des années 60, fin des années 75-80, a décidé de retirer Homo des linéaires, et il y a eu une révolution. Les ménagères ont hurlé en disant c'est scandaleux, on veut notre Homo. Bon, c'est une escalade de Coluche, mais donc Homo est resté, mais Homo VGT, et comme de toute façon dans leur esprit ils avaient condamné cette marque à mort, ils ont accepté que les créatifs puissent s'amuser un petit peu avec cette marque. Donc les créatifs de l'agence, l'INTAS en l'occurrence, ont dit aux gens de l'univers, écoutez, laissez-nous une chance, on va essayer de faire quelque chose avec cette marque qui est en train de mourir, parce qu'en plus elle est dépassée technologiquement parlant. Et donc ils ont fait les singes. Et ils ont créé le discours, le langage moldéo-poldave, Krapoto, Bastard, Ikiki, etc., avec tous ces singes, et ça c'est quand même nouveau. Enfin, c'est vrai que tout le monde a été étonné qu'un lessivier accepte ce genre de publicité. Succès colossal. Ils ont doublé leur part de marché en 2 ans de temps, et aujourd'hui, Homo, à nouveau, est dans le top 5 des lessiviers. Donc, l'expérience d'Homo a quand même ouvert une brèche. Et il y a des lessiviers qui se disent, ah, finalement, peut-être qu'on peut être un tout petit peu plus intelligent ou un peu moins con-con, et qu'on peut prendre des risques. Et donc, je trouve que dans la foulée, même si c'est contestable, Bonux avec Maïté, c'est un peu moins débile qu'avant, c'est plus tellement... enfin, un peu moins. Donc, ce sont des gens très conservateurs, les lessiviers. Hein. C'est Procter & Gamble, c'est Colgate-Palmolive, c'est Henkel, ce sont des énormes entreprises chimiques, là aussi avec des investissements considérables. On peut comprendre qu'ils soient très prudents, mais je pense que les mentalités sont un petit peu en train d'évoluer. Et vous avez vu les Simpsons qui sont apparus avec Vizir dernièrement. Ça paraît facile pour nous, mais je suis sûr qu'un groupe comme Procter & Gamble, qui est certainement le groupe le plus conservateur et réactionnaire qui soit au monde, ils aient accepté de dealer, d'acheter les droits des Simpsons pour s'amuser avec la lessive Vizir, ça prouve quand même qu'il y a une évolution. Donc je pense que tout ça devrait évoluer assez vite et qu'on aura beaucoup moins de pubs débiles des lessives dans les années qui viennent. Enfin, il faut l'espérer. Il y a 3 mains qui se lèvent. Dans le registre de la prise de risque de l'annonceur, une petite anecdote qui est arrivée au Mutuel du Mans. Nous avions un spot qui passait dans une émission d'Anne Sinclair qui recevait Le Pen. Ce devait être notre spot sur l'assurance automobile Profil. Avec le petit vieux qui reçoit qui a une mouche sur le crâne, là, non? Non, non. Ah non, c'est MAF, ça. Vous vous trompez de compagnie. C'est MAF. C'est MAF, pardon. Bah oui. Pardon. Bref. Ah, Mutuel du Mans, d'accord. Oui. Et donc, nous avons reçu un courrier indigné de personnes qui avaient découvert que nous avions pu passer dans cette émission où Anne Sinclair invitait Le Pen. Alors derrière le côté un peu idiot de la réaction, parce qu'au demeurant, si elle nous avait vus,
ces personnes-là dans cette émission-là, c'était qu'elles étaient bien devant leur poste à écouter Le Pen. Bref. Non, écoutez Sinclair. Passons là-dessus, mais ça m'a quand même posé une question. C'est celle de l'environnement de l'émission dans laquelle le poste se trouve intégré. Et cet aspect-là, je crois, n'est pas très étudié sur le côté répulsif qui peut réagir sur la marque, que ce soit pour des faits de violence, des faits politiques, etc. Est-ce qu'à votre connaissance, ça a été creusé dans certains pays, et spécialement en France? Bien sûr, j'ai envie de dire assez cyniquement que les chaînes n'ont pas trop intérêt à ce que ce genre d'études soient publiées. Je sais qu'elles existent, pour l'instant elles sont tenues assez secrètes, parce que les résultats sont assez négatifs. C'est vrai qu'il y a une grande influence quand même de la nature du programme sur la façon dont on perçoit les spots télé. Donc comme les résultats sont plutôt négatifs, pour l'instant les chaînes ne communiquent pas là-dessus et ce n'est pas tellement leur intérêt. En revanche, c'est beaucoup plus quantifié aux États-Unis. Et si vous me permettez, je vais raconter l'anecdote qui me concerne. Ces annonceurs américains, enfin une partie des annonceurs américains, les 10 gros annonceurs américains, là aussi assez conservateurs, puisqu'on retrouve des gens comme Procter & Gamble, comme Campbell Soup, etc., qui en ont marre de la violence à la télévision, se sont regroupés en espèce d'association pour financer des programmes. Et non pas pour les maîtriser et pour intervenir avec une censure, simplement pour pouvoir financer des programmes dont ils seront sûrs qu'il n'y aura pas ni violence, ni sexe, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils ont confié le problème à une maison de production qui est venue me voir, et c'est la raison pour laquelle depuis 1 an et demi, on travaille un projet de lancement d'une émission comme Culture Pub aux États-Unis, parce qu'ils ont vu Culture Pub quand ils sont venus à Cannes au MIDEM, au MIPCOM, et ils se sont bien rendus compte que là, on avait effectivement un territoire où la violence était exclue, et qui correspondait assez à leur philosophie. Donc aux États-Unis, c'est un vrai grave problème. C'est vrai que les annonceurs qui dépensent beaucoup d'argent en télévision veulent de plus en plus, non pas maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas la démocratie comme ça, ni le journalisme, mais de plus en plus être sûr de leur environnement éditorial. Et ça, c'est un vrai grave problème. Cela dit, vous pouvez le résoudre parce que votre agence de pub qui achetait l'espace ou votre centrale d'achat qui achetait l'espace, elle savait parfaitement qu'elle achetait un spot dans une émission qui allait recevoir Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, maintenant, il y a quand même des délais d'annulation qui permettent d'éviter ce genre de problème. Donc c'est assez facilement maîtrisable. Il est clair que quand on achète de l'espace dans une émission où il y a Le Pen, on est sûr de susciter des réactions. Maintenant, est-ce que ces réactions, c'est forcément négatif pour vous? Je ne sais pas. Mais vous pouvez, enfin maintenant, les réservations d'espace à la télévision font qu'on peut intervenir très très tardivement pour supprimer un spot. Donc il n'y a pas trop de danger. Mais ça nécessite que les médiaplaneurs, c'est-à-dire les gens qui sont responsables d'acheter, de comparer les plans médias, d'acheter, etc., il faut qu'ils aient une connaissance parfaite des programmes télé, ce qui parfois n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas bien la télé. Monsieur dans le fond, là-bas. Bonsoir. J'aimerais savoir si l'on est amené à rencontrer de plus en plus la publicité au travers de films. Votre micro plus près, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. J'aimerais savoir si nous sommes amenés à rencontrer de plus en plus la publicité au travers de films normaux que par une interruption. À savoir, quand un film passe à la télévision, celui-ci est interrompu, un temps bien limité, ou enfin non limité pour nous, on ne sait pas combien de temps, 6, 7, 10 minutes. Ça nous donne le temps d'aller au frigidaire, de manger un peu, je dirais, de faire ce que l'on a à faire. Est-ce qu'on est amené à voir de plus en plus la publicité au travers de films, à part l'alcool et la cigarette, qui eux sont interdits, à savoir, je ne sais pas, dans un exemple concret, un western par exemple, où il boit une limonade dont on citerait la marque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, je le souhaite en tout cas. Est-ce que nous sommes amenés à rencontrer de plus en plus ce genre de publicité au travers de films normaux, sans interruption, tout simplement? Dites-vous une chose, on a une chance folle d'être en France, parce qu'en France, la publicité, quand elle apparaît sur l'écran, elle est signalée. Dans la majorité des autres pays, elle arrive comme ça, brutalement. C'est-à-dire qu'au moment où Humphrey Bogart va embrasser Lauren Bacall, lac, le spot pour Procter, pour Vizir. Donc c'est déjà traumatisant. Et en général, on ne se souvient jamais à quel moment on a quitté le film, à quel moment on le reprend. Le temps que Lauren Bacall l'embrasse, si vous préférez, oui. On a loupé la scène. Non. Enfin bon, si vraiment vous êtes pris par Lauren Bacall, non, vous restez là, quoi. Mais pour répondre à la question, malheureusement, oui, la tendance, c'est de plus en plus de coupures. C'est que les chaînes se battent pour avoir l'autorisation d'une deuxième coupure dans un long métrage. Pour l'instant, elles ne l'ont pas obtenue, notamment M6. Je pense qu'elles finiront par l'obtenir. Et c'est la tendance.
c'est la pub qui va rythmer la télévision, c'est la pub qui finance la télévision à 100%, enfin je ne parle pas des chaînes publiques évidemment, mais TF1, M6 et compagnie. Donc c'est la publicité qui va faire la loi totalement sur les programmes, et qu'on le déplore, qu'on s'en scandalise, je dirais peu importe, soyons réalistes, c'est la nature des choses. Donc c'est la pub qui va dicter tout ça, tous les programmes, et c'est même la pub qui va imposer des nouvelles formes, des nouvelles règles du jeu. Je pense notamment au sport. Vous savez que les Américains, il y a quelques années, qui voulaient importer le soccer chez eux, enfin développer le football aux États-Unis, on disait toujours à la Fédération internationale, écoutez, c'est invendable votre truc, il y a 2 mi-temps de 45 minutes, ça permet qu'une coupure pub. Nous, on veut 2 coupures pub, donc il faut faire 3 mi-temps de 20 minutes. Et au début, scandale, comment les Américains qui osent se mêler de notre football à nous, etc. Comme par hasard, on en reparle. À Genève, au siège de l'UEFA, il y a vaguement question. Est-ce qu'on ne pourrait pas, éventuellement, pour des raisons alors totalement hypocrites, de laisser un temps de récupération suffisant pour les joueurs En fait, ils veulent nous coller 2 écrans de pub, et je pense que d'ici, peut-être pas pour la prochaine Coupe du Monde qui a lieu en France, parce que quand même, ça serait scandaleux, mais peut-être pour la prochaine, en Corée, je pense qu'on risque d'avoir un football à 3 mi-temps de 20 minutes, non, 3 mi-temps de 30 minutes. Je crois qu'il faut se dire ça, hein. Franchement, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Hein. Mais bon, j'ajoute pour me faire l'avocat quand même de ça, que si cet inconvénient-là, et c'est un inconvénient, permet malgré tout d'assister à des spectacles auxquels on n'aurait pas accès s'il n'y avait pas la pub, eh ben, je préfère encore être emmerdé par 2 écrans de pub que de ne pas voir le programme du tout. Voilà. La publicité comparative est quasiment inexistante en France. Est-ce qu'à votre avis, c'est un problème de réglementation qui annihile l'imagination des publicitaires, ou est-ce que ce sont les annonceurs qui manquent de courage ? Les deux, en général, je crois que c'est les deux. Le problème, la législation en France est faite était suffisamment ambiguë, et on se rend compte que on tombe très vite dans le dénigrement. Et c'est très difficile de ne pas tomber dans le dénigrement. Or, le dénigrement, c'est comme la diffamation, c'est quelque chose qui est condamnable. Et donc, le cadre juridique français se prête assez peu à la comparative. Et il y a une deuxième raison, c'est que c'est pas vraiment rentré dans nos mentalités, quoi. On considère que c'est des méthodes de voyous, que c'est des méthodes de marchands sans foi ni loi, sans préjugés, sans morale, sans éthique. Et donc, c'est une mauvaise image pour l'instant. Ça va changer, je pense, parce que la morale, avec la crise, tout est bon. Donc, il y a des chances pour que ça change. Cela dit, pour être tout à fait honnête, la pub comparative, elle a des limites, et on s'en rend compte aux États-Unis, où on s'est rendu compte qu'il y avait des excès qui étaient tout à fait dommageables. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, n'importe quel petit produit qui ne fait pas l'effort de recherche scientifique suffisant pour faire un vrai bon produit, qui ne fait pas l'effort suffisant de marketing, est capable de se comparer avec n'importe quel gros produit. Il y avait un exemple très célèbre, il y a eu un procès d'ailleurs, qui a été perdu par la grosse marque, mais c'était une laque au Texas, je crois, un commerçant qui avait lancé une laque sur le marché, et il avait fait une double page dans les journaux, il se comparait à toutes les plus grandes laques qu'on vendait dans les grands magasins, etc. Et ce fait-là lui a permis d'exister. Tout d'un coup, il s'est comparé aux grandes marques qui investissent depuis des années et des années. C'est vrai que c'est quelque chose d'injuste, quoi. Je dirais. Et en plus, c'était un peu dénigrant par rapport aux grandes marques. Donc ça pose un vrai problème, la pub comparative. Je pense que c'est pour toutes ces raisons qu'on en voit assez peu, et c'est vrai que la première des raisons, c'est le cadre juridique français qui est assez contraignant, quand même. Mais, encore une fois, comme la morale... elle dégage de plus en plus par rapport aux nécessités et à la bagarre à vie et à mort quotidienne, je crains que l'éthique disparaisse au profit de la vraie concurrence, et qu'on va avoir peut-être pas mal de pubs comparatives dans les mois qui viennent. Question. Levez la main avec un petit peu d'avance, comme ça on gagne du temps. Merci. Vous avez encore 5 minutes, ça va ? Oui, ça va. Je suis là, moi, ça va. Je vais me mettre en haut. Voilà. N'y a-t-il pas une limite au volume des pubs et à leur côté d'abrutissement des foules? Enfin, je dis ça en comparaison avec les États-Unis. Je suis allé aux États-Unis et j'ai eu le malheur de regarder un film. Sur un film qui dure 2 heures, il doit y avoir 3 heures de pub. Ce qui est... la pub est un véritable abrutissement là-bas. C'est comme par hasard, à 8h du soir, ce sont des pubs je vous invite à aller vider votre frigo. On voit le pourcentage d'obèses qui est aux États-Unis. N'y a-t-il pas une limite? C'est pas parce qu'ils bouffent beaucoup, c'est pas qu'ils bouffent mal, c'est différent. Et si on peut prolonger la question, est-ce que trop de pub tue la pub aussi? Oui, je crois qu'en aucun cas, le téléspectateur français ou le citoyen français accepterait d'avoir un tel volume, une telle quantité de pub chez lui. Je
crois que c'est pas envisageable. C'est un problème de culture. L'Américain, depuis son berceau, il vit avec la pub. Donc c'est quelque chose qu'il intègre dans sa vie quotidienne, au même titre que son décor, quoi. Je veux dire, donc il est moins choqué par ça. Et en plus de ça, il est toujours fasciné par le commerce. Les Américains adorent vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Donc il n'est pas trop gêné. Ça le pollue, mais pas beaucoup. Le Français serait incapable de supporter ça. Donc je pense quand même que la spécificité quand même de la France et des gens qui la peuplent fait qu'on n'aura jamais un tel volume. Mais il ne faut pas là non plus pas se faire d'illusions, il y aura encore de plus en plus de pubs. Donc actuellement, je crois qu'on est à 12 minutes par heure. À mon avis, on sera à 20 à 25 d'ici 5, peut-être pas, ouais, entre 7 et 8 ans. Il faut s'attendre à ça. Mais dites-vous, encore une fois, même si c'est négatif, dites-vous, vous avez toujours la possibilité de zapper et d'aller sur des chaînes où il n'y a presque pas de pub, et à la limite, faire autre chose que de regarder la télé. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi autorise-t-on la publicité mensongère dans la presse? Pourquoi? Les publicités genre Slim Fast, enfin tous ces trucs-là, quoi. C'est pas mensonger. Oui, mais enfin, c'est pas... J'ai vu Clémentine Sélarié, elle a vachement maigri. Non, attendez, non, dites pas ça, c'est pas mensonger, attendez. Si c'était mensonger, elle n'a pas le droit de faire de la pub. C'est quand même, il y a maintenant un organisme qui s'appelle le BVP qui fait très consciencieusement son boulot. Il a un énorme boulot à faire et je vous assure qu'il faut pouvoir justifier maintenant son argument avant de pouvoir passer une pub comme ça. Hein. Je veux dire, c'est pas... Parce que qu'est-ce que ça dit, Slim Fast? Effectivement, je vous assure que vous prenez comme le recommande la pub, ou la boîte en tout cas, 2 verres de Slim Fast au déjeuner, à la place du déjeuner, etc., vous allez perdre au bout d'un mois très vite 5 kilos. Hein. Ça marche. Hein. Non, je vous assure que ça marche. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas beaucoup de pubs mensongères. Alors il y en a, bien sûr, il y a toujours des gens peu scrupuleux. Il y a eu un procès célèbre il y a quelques jours avec un vendeur de vente directe qui avait grugé 6000... Il a eu 6000 plaintes, le mec, au tribunal. Bon, il y a toujours des escrocs, mais c'est quand même marginal par rapport à l'ensemble du marché. Et je peux vous dire qu'une marque digne de ce nom, qui a pignon sur rue, elle ne peut pas se permettre de faire de la pub mensongère. Donc, contrairement à ce que vous pensez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pubs mensongères. À moins que vous estimez mensonge le fait qu'on vous fasse rêver. Alors là, mais on est dans un autre domaine, là. Là, vous avez parlé de manipulation du cerveau, etc. Mais sur les arguments de vente qu'on entend à la télé, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de mensonges. Merci. Je crois qu'ils ont soif et qu'ils ont faim. Non. Question au milieu, là, au milieu. Les campagnes d'anti-violence à la télévision américaine, peut-être même en France, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben c'est pareil, je crois que ça procède un peu la même démarche. Il y a une réaction de plus en plus négative des gens. De même que j'ai dit tout à l'heure que dans les sociétés de plus en plus libérales, les gens réagissaient très mal, enfin certaines personnes réagissaient assez mal et violemment quand on transgressait un tabou dans la pub. Eh bien, c'est la même chose avec les films et la télé, avec la violence. Donc il va y avoir un contre-pouvoir qui va s'organiser et on ne pourra plus, comme on le fait auparavant, mettre autant de violence sur le petit écran. Ça me paraît évident. On va, un peu comme aux États-Unis, il y a un contre-pouvoir qui va se développer fortement. Oui, allez-y. Très joli, bravo. Madame, bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de nouveaux films style le téléphone mobile avec Malavoie. On a pu découvrir sur les écrans il y a quelque temps le film Nescafé, qui est une succession d'histoires, si on veut. Est-ce que ce genre de pub est amené à se développer? Et quel est l'impact pour, je dirais, le produit, dans la mesure où on vit tous à 200 à l'heure, on a un peu de mal à suivre les feuilletons à la télé. Comment on peut suivre des feuilletons publicitaires? On suit bien les feuilletons à la télé, c'est sûr. Ça marche, Nescafé. Ils n'ont rien inventé puisqu'en fait, Nestlé, qui fabrique Nescafé, avait testé cette idée-là en Angleterre il y a 6 ans pour une marque de Nescafé qui s'appelle Gold Blend. Ils avaient eu cette idée-là de feuilleton comme ça, et ça a eu un succès extraordinaire en Angleterre, et en France, ça marche très très bien. Tout le monde est en train d'inventer le prochain scénario, etc. Alors c'est vrai qu'on peut sur le tas rater quelques épisodes, mais l'achat d'espace est tellement important, parce que Nescafé, je crois que ça doit être presque 100 millions de francs de publicité par an, que vous avez peu de chances de le rater. Moi j'aime bien, attendez, toute forme qui permet de créer encore une fois une espèce de relation directe et un peu complice entre un téléspectateur
où un consommateur est le produit, c'est bon à prendre. Donc l'histoire d'un Nescafé, je trouve ça formidable. Alors, on peut trouver ça un peu dérisoire et bébête de maintenir en haleine les foules, mais enfin franchement, le feuilleton de Nescafé, il n'est pas plus débile que les feuilletons télé. Donc, et en plus, c'est moins long, c'est moins chiant. Donc je trouve ça très très bien. Et non, j'assure que ça marche. Alors je suis désolé, j'ai pas les chiffres en tête, mais Nescafé est extrêmement, enfin Nestlé est extrêmement fier et content des résultats de cette campagne. Une dernière question peut-être? Alors, encore une ou deux pour la salle, et puis on va conclure. Monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de la publicité mensongère, de cette boîte du Midi qui inondait les boîtes à lettres. Elle a 1 700 000 clients. J'ai été moi-même au procès du lundi au vendredi. J'avais participé au jeu, mais uniquement au jeu d'argent, pour voir comment ça allait se passer, avec un ami policier qui m'avait guidé la chose. Et j'ai été étonné parce qu'il y avait 15 682 plaintes, et lors du procès, il y avait 200 personnes. Le lendemain, il n'y en avait plus que 80. Et apparemment, cet individu continue sans problème, et ça fait 14 ans qu'il fait de la pub mensongère. Il se fait avoir de temps en temps avec de la peine de prison avec sursis, de l'amende, et ça s'arrête là. Alors j'aimerais savoir comment se fait-il que l'État ne prend pas ses responsabilités en arrêtant ces gens-là. Vous me demandez ça à moi? Je sais rien. Oh, mais pas un flic, je sais pas. Oui, mais vous ne faites pas de publicité mensongère. Ah ben j'essaye, non, j'essaie. Pas de publicité. Je suis pas juge non plus, je suis pas procureur, je suis pas bon. Non, mais attendez. Justement, c'est que l'avocat qui le défendait, Maître Klein, qui n'est pas n'importe qui, il était tout à fait à l'aise pour contrer les gens. Manque de chance, il est tombé sur moi. J'avais un dossier en béton et il s'est fait ramasser par 2 fois. D'abord, il s'est fait traiter de menteur, parce que en disant que monsieur bref, n'avait jamais été condamné, alors que j'avais dans la main les 2 premières condamnations, et qu'ensuite, il a indiqué que les gens avaient un dossier bidon. J'ai dit, mais et le mien? Le vôtre comme le vôtre pareil. Alors j'ai dit ça m'ennuie parce que il se trouve que mon dossier a été préparé au palais de justice du Mans par 2 avocats et 3 personnes qui s'occupent de la chose. Alors, est-ce que je dois les avertir pour que le bâtonnier vous envoie une lettre et vous fasse suspendre, ou alors on attend vos excuses? Attendez, on s'écarte. Attendez, enfin, oui. Là, ce que vous dénoncez là, ça a un rapport assez lointain avec la pub, mais c'est tout le problème du fonctionnement de la justice. Moi, ce que je retiens de l'affaire, c'est que quand même que le jugement sera porté en libéré dans 2 ans, je crois, un truc comme ça, parce que compte tenu du nombre de plaintes, il y aura un jugement que dans 2 ans, alors effectivement. Mais c'est pardon? Oui. Donc c'est la limite du système judiciaire français qui fait que ce mec-là est encore en vie. Mais enfin bon, moi j'ai la naïveté de croire aux institutions de mon pays. Il y aura une certaine morale et un jour il sera coffré. Bon, maintenant, je veux dire, voilà. Cela dit, c'est emmerdant, il a escroqué des gens, mais il y a des choses plus graves dans la vie. Est-ce qu'une dernière main se lève? Non? Non, Stéphane Courgeon. On va remercier Christian Blachas et puis faire en même temps la publicité quand même pour CB News, le dernier numéro qui doit être encore en kiosque, je crois, pour les 10 ans, ou alors il est en rupture de stock. Il est en rupture de stock. Donc je fais un prix pas cher pour ça. Merci beaucoup et on peut remercier peut-être Christian Blachas. Merci de votre attention.